Ce sont des questions à grand impact social, tant la paix et le trouble sont leurs proches. Leur évocation n'est pas un simple désir juste pour le plaisir, mais une nécessité aux finalités nourries de forts enjeux. En tout cas, ce n'est pas un simple jeu, comme le croiraient ceux qui, derrière un clavier de smartphone, accouchent des mots, à même de mettre du feu aux poudres, comme pour faire voler en fumée le peu de stabilité qui nous reste encore, ou du moins ce qui est visible. Le repli identitaire, véritable star du moment, présente dans nos sociétés camerounaises ses facettes les plus hideuses, non sans constituer un véritable péril pour le vivre ensemble, ou du moins ce qu'il en reste. Nos espaces de vie sont à ce jour remplis d'incertitudes, avec des tensions de tous ordres, qui pointent notamment les signaux d'une société malade, fragile, presque au bord de l'implosion. Quelque chose doit être fait. Faut bien que aujourd'hui s'installe, ou alors l'on installe un véritable fusible à même de couper ce court-circuit de la haine et de cette violence qui vont à grand galop sur les réseaux sociaux, qui gambadent à grands enjambées sur la place publique. Cette place publique, vous l'avez suivi cette semaine, où les églises sont devenues de véritables persona non grata, la foi oui, mais pas l'escroquerie et les pratiques mystiques au nom de Dieu, si l'on s'en tient aux forces ou alors au pouvoir public. Le 20h ce dimanche, sur Balafon Télévision, ouvre l'œil de ses caméras, met ses micros à disposition des experts qui parlent en langage facile, mais avec notre accent, le 237. Au fil rouge de ce numéro, la haine et le repli identitaire seront autopsiés par nos panélistes et en fenêtre se laisse apercevoir cette fermeture brutale des églises qui dessine dans certains esprits les contours d'une régulation tardive. Dans certains autres cas et surtout dans d'autres esprits, c'est la silhouette d'une répression musclée. Le vivre ensemble en péril, facette justement face aux identités, aux replis identitaires, allions-nous dire, et justement les églises qui sont fermées, un véritable réveil brutal des autorités camerounaises. Mesdames, Messieurs, voilà pour ce qui constitue le menu de ce programme. Merci de nous écouter depuis vos différents fauteuils. Prenons un moment et justement accordons de l'attention à ce grand moment de la télévision. Nous parlons de ces sujets qui ont été évoqués il y a quelques instants seulement. Et en plateau, déjà, nous avons ces grandes figures qui sont bien connues. Alors, d'abord, nous parlons de ces questions liées aux replis identitaires. Qui de mieux qu'un nationaliste, ou alors un fils de nationaliste, sur ce plateau. Monsieur Clément Bouindé, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Accent 237. Oui, bonsoir Xavier, bonsoir Pasteur. Je dois rappeler évidemment que vous êtes le fils de l'autre. Certaines personnes ont justement entendu parler de Jean Bouindé, dont la légende raconte tout un tas de choses sur lui. Nous avons la chance de vous avoir ce soir et peut-être que nous serons nourris à bonne source. On va faire pour le mieux. Alors, vous êtes en face d'un autre panéliste de choix. Rappelons que la question des églises est une question qui cristallise d'ailleurs toutes les attentions. La fermeture des églises fait évidemment couler beaucoup d'encre et de salive. Qui mieux qu'un homme de Dieu pour en parler? Pasteur Emmanuel Magouet, vous êtes le président national de l'Association des techniciens pour la protection des droits des consommateurs et des droits humains. Mais avant, vous êtes pasteur, c'est-à-dire homme de Dieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, monsieur le journaliste. Bonsoir à mon frère et au journaliste. Le nom m'échappe un peu, mais avec le temps, ça ira. Monsieur Clément Bouindé. Clément Bouindé, oui. Son père, pour la petite histoire, a été un monsieur, évidemment, qui a tenu, on va le dire, qui a été constitué comme un véritable modèle. D'ailleurs, avec l'appui de la régie tout à l'heure, nous aurons cette belle lettre qui a été envoyée à sa famille, notamment aux obsèques de son père, Jean Bouindé, qui est une figure marquante, évidemment, de notre histoire, celle du Cameroun. Et je dois rappeler que dans quelques instants, évidemment, nous aurons notre troisième panéliste qui sera ici avec nous. Il s'agit d'un monsieur bien connu de l'espace public au regard de ce qu'il fait tout le temps dans cette lutte contre le néocolonialisme ou alors cette lutte de libération des esprits, cette lutte de libération mentale. Il n'est rien d'autre que monsieur Blaise Issama, André Blaise, que vous aurez dans un instant. Pour l'instant, entrons dans le vif de ce sujet et surtout, faisons comme une sorte de mise en contexte. Vous avez très certainement suivi ces événements qui ont cristallisé l'attention du Cameroun ou encore des citoyens de par le monde sur le Cameroun avec ce malencontreux événement de Meyo où il y a eu plusieurs morts, évidemment découpés pratiquement à la machette. Ce qui relève et relance sur la Select la véritable question du vivre ensemble. Avec l'appui de la régie, nous allons un tout petit peu nous pencher vers la régie, notamment la technique, pour avoir cet élément préparé par la rédaction.
Justement, ce n'est plus qu'une question de secondes. Nous annoncions évidemment cet élément reportage qui a été évidemment tourné à la suite de ce malencontreux événement de Meyo qui a endeuillé les Camerounais et d'ailleurs qui a marqué toutes les caméras du monde entier sur le Cameroun et qui remet, comme nous le disions sur la Select, cet épineux problème, notamment du vivre ensemble au Cameroun qui est véritablement, en tout cas, qui traverse une période de turbulence, une période de malaise profond. Alors, le temps peut-être de tout caler en termes d'éléments, nous allons peut-être y revenir. Monsieur Clément Bouendé, on parle justement, revenons sur cet élément qui rappelle dans la douleur et surtout dans le sang ces tragiques événements de Meyo. The horrific killings of 2 men in Meyo Centre, a town in the Vallée-d'Untem division of the South region, have sparked tension. Over the weekend, Gideon Bacham, a native of the Northwest region, was brutally murdered by unknown individuals just days after. A similar fate befell an indigenous resident of the village who was decapitated merely 50 meters away from the previous crime scene. Dans la rue de Saint-Pierre dimanche, il y a eu un ouvrier de SSE qu'on a eu à décapiter. C'est ce matin encore. C'est qu'on a trouvé encore la même décapitation d'un corps. C'est tout dans le même endroit, à 50 mètres. Pour celui d'aujourd'hui, c'était au marché commercial de Meyo-Centre. Upon discovering that the victim of the recent murder was one of their own, the natives of Meyo erupted in outrage. Donc, comme c'était un corps qui appartenait aux autochtones, c'est non loin de là où Meyo-Centre, c'est à Mefouk, c'est un riverain de Mefouk qui a été tué. La population de Mefouk s'est fâchée est venue vers Meyo-Centre pour faire les casses. Ils ont cassé, ils ont détruit les boutiques, Roseline, the younger sister of the deceased Gideon Bacham, expressed shock and grief, lamenting that her brother was killed in a horrifying manner. That type of culture, I've never seen it. The last person that drank with him in that bar that they were drinking, the last person said that he allowed my elder brother there and go to the house. The woman that locked the shop, the woman said that no, he allowed the man, my elder brother was alone outside. There was nobody with him. He was sleeping, sitting on the chair. As violence escalated, the indigenous residents blocked the road, vandalized properties belonging to non-indigents, and forced them to shut down their businesses, accusing them of masterminding terror. Reports indicate that one person who sustained injuries after being hit with a nail bar has been hospitalized, while relative calm has been restored in the town following the intervention of law enforcement officers and other authorities. Alors, de retour sur ce plateau, après cet élément, une voix de Faune René Marquez. Alors, André Blaise et Sama, nous vous annoncions en grande pompe il y a un instant de cela. On vient d'écouter ce reportage qui nous fait comme une sorte de remise en contexte. Évidemment, à l'écoute de ce reportage, est-ce qu'il vous apparaît à l'esprit comme quoi le vivre ensemble est véritablement menacé au Cameroun? Oui, il est menacé depuis plusieurs siècles déjà. Il faut rappeler que l'impérialisme et la colonisation n'ont jamais été amis à ce que je peux appeler le vivre des Africains, particulièrement en Afrique. Voyez-vous, nous sommes un peu naïfs de croire que l'ennemi est parti. Il suffit seulement de voir combien d'armes sont plantées dans les terres en Afrique par les bases militaires, que ce soit anglaises, françaises, allemandes. Et il n'y a pas seulement des bases militaires, il y a également des bases d'aliénation. Une aliénation, par exemple, sur l'éducation. Rendez-vous compte comment quelqu'un peut avoir son propre frère africain et dire que c'est lui qui est la source de son mal. Quand on sait très bien que ce soit le prix de la pompe, du carburant à la pompe, que ce soit le prix des matières premières, c'est fixé un peu par l'establishment. Et qui est l'establishment? Régulièrement, l'establishment est soit ce sont les néocolons qui n'ont pas encore pu se départir, soit comme en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, ils s'autonomisent et ils réussissent à avoir une maîtrise de certains leviers pour pouvoir donner à leur population. Alors, en quoi, par exemple, cela concerne concrètement le Cameroun? En quoi cela peut expliquer les événements tragiques qui se sont passés du côté de Meyo? Oui, si le projet de nos pères fondateurs, Douala Mangabel, Oumniobé, Ernest Ouandié, Félix Moumié, avait été poursuivi... Vous avez parlé d'Ernest Ouandié, vous avez le sentiment qu'il n'est pas un bandit? Pas du tout. C'est d'ailleurs une des expressions qui a fait sensation sur le réseau. L'intelligence artificielle nous donne totalement raison que nous sommes fiers d'Ernest Ouandié. Sama est très fier d'Ernest Ouandié. La preuve aujourd'hui, que ce soit
du côté de l'Afrique du Sud, où Nelson Mandela a encore témoigné une fois de plus que c'est grâce à Ernest Ouandié que l'Afrique du Sud a pris les armes contre l'oppresseur. Parfois, quand il y a énormément d'efforts du peuple pour se libérer et que les gens n'entendent pas, il faut prendre les armes. Et ça, c'est clair. Même dans votre maison, si vous êtes agressé par un bandit, à un moment, vous avez toute la légitimité de prendre les armes et de vous défendre. C'est ce qu'on appelle le self-defense. On va y revenir, André Blaise et Sama. Alors, Clément Bouindé, vous êtes le fils de l'autre, comme nous l'avons justement annoncé dans le propos introductif de ce programme. Vous avez suivi ce qui s'est passé. Pour la petite anecdote, nous avons un tout petit peu lu comme une sorte d'autobiographie sur votre papa, qui lui, dès les premiers jours, un natif de l'Ouest, précisément de Bafan, qui avait pris pour première épouse une femme, évidemment, du Sud, Madame Eboutou, je crois, si le nom est exact, qui se sont d'ailleurs mariés du côté de la cathédrale de San Mélima. Alors, vous, en tant que fils du Cameroun, ou encore fils d'un monsieur qui avait planté en sa manière et en son temps les germes d'un vivre ensemble et justement d'une cohésion sociale, comment vous entendez et percevez ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun? Oui, je voudrais dire bonsoir à Mbouende André, à Mbouende Baba Oumarou, aux membres du Forum des héritiers et des martyrs. Bonsoir à toute la famille des martyrs. Justement, je pense que c'est une instrumentalisation politique. De qui cette fois? Qui instrumentalise qui et pourquoi? La politique. La politique. Parce qu'en réalité... Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments qui permettent justement d'appuyer cette thèse que vous défendez, que vous semblez défendre sur ce plateau? Oui, ce qui se passe dans ces régions, c'est un groupuscule. Si on voulait vraiment chasser les halogènes, ça aurait pris une autre tournure. Je crois que tout ce qui se passe a une connotation politique. Et je dis, vous avez parlé de Jean Bouindé, c'est en 1926 qu'il va à San Mélima chercher épouse, Eboutou Marie, et ils se sont mariés à l'église catholique de Mvemli à Balmayo en 1927. J'ai parlé de Baba Oumarou tout à l'heure. Eboutou a fait 12 ans sans faire d'enfant. Jean Bouindé allé au nord dénicher une autre à Staboul qui a fait des enfants. Quand je parle de Baba Oumarou, c'est mon frère aîné qui a une population Bouindé au moins de 100 à Dangaoundéré aujourd'hui. Je ne saurais comment parler de tribalisme, de haine, par exemple dans la famille Bouindé. Moi. Oui. Alors, pour revenir à vous, sur les réseaux sociaux, par exemple, parce que tout le monde en visite chaque jour, on entend des paroles et surtout des propos qui stigmatisent. Rentrez chez vous, vous n'êtes pas d'ici, vous êtes d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, un Camerounais, vous qui êtes fils de nationaliste, un Camerounais saurait se sentir étranger quelque part au Cameroun? Est-ce que le Cameroun n'est pas véritablement la possession de tout le monde, de tous les Camerounais? C'est la possession de tout le monde. Alors, que dites-vous justement à ces gens qui tiennent ce type de langage, ce type de discours? C'est des gens instrumentalisés. Le Cameroun, au Cameroun, je persiste à croire qu'il y a le vivre ensemble. J'en suis un exemple. Hein. Et vous n'avez pas l'impression que ce vivre ensemble est menacé, M. Bouindé? Menacé par les politiques, mais à travers des émissions comme celle-ci, on devrait sensibiliser les gens de rejeter ce sentiment de rejet qui renvoie les autres vers chez eux. On va revenir à vous, le temps pour nous d'accueillir le pasteur Emmanuel Magouet. Je dois rappeler que vous êtes pasteur, vous avez pratiquement dépassé le cadre d'une congrégation parce qu'aujourd'hui, vous prêchez pratiquement dans toutes les communautés. J'espère que vous ne faites pas partie de ces églises qui ont été fermées. Vous êtes fâché peut-être, on aura l'occasion d'en parler. Revenons sur cette question de nationalisme ou alors du vivre ensemble menacé. Alors, lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, si on fait un bond dans le passé, c'est pratiquement des habitudes qui n'étaient pas possibles ou alors qui se voyaient très peu. Lorsqu'on voit avec beaucoup de flagrance ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun qui tend à diviser les Camerounais, est-ce qu'on peut dire que c'est un problème spirituel, pasteur? On dit souvent qu'on a atteint l'ère du Verseau et que c'est la fin. Oui. Est-ce que c'est Satan, Belzébul, qui aurait donc décidé de mettre pratiquement la pagaille partout et plus particulièrement au Cameroun? Merci de me passer la parole.
Je continuais tout à l'heure à dire je tenais à dire bonsoir à tous vos téléspectateurs qui sont de partout dans le monde. Merci. À tous les consommateurs du monde entier, du Cameroun, du monde entier, et à tous les chrétiens, n'est-ce pas, des églises, surtout des églises dites pentecôtistes qui sont persécutées en ce moment. Et maintenant, pour retourner à votre question, je pense que le vivre ensemble a toujours existé au Cameroun. C'est un fait. S'il y a quelques personnes qui se décident de poser des actes qui ne sont pas des actes républicains, nous ne pouvons pas soustraire ça du vivre ensemble, qui lui existe dans le cœur des Camerounais. Vous comprenez? Donc il y a le vivre ensemble. Maintenant, nous pouvons enregistrer. Malheureusement, quand ce qui est arrivé au sud arrivait, non, moi j'étais dans un retrait de prière. Donc c'est après que je l'ai su. Je ne suis pas trop en train de détail, mais j'ai dû voir les images dans les réseaux sociaux. Ce sont des actes que nous dénonçons. Est-ce qu'il s'agit de Bézeboul ou bien il s'agit de Satan ou alors des démons? Je dirais oui et non. Des démons, pourquoi et non pourquoi? Des démons parce que justement, quand on a dans la pensée de faire du mal, alors le démon vient s'installer. Et alors, si on est tenté par le démon, ou bien par ses convoitises personnelles, le démon peut agir. Mais que les Camerounais comprennent, comme on l'a dit tout à l'heure, des émissions comme celle-ci sont là pour que nous continuions à sensibiliser les Camerounais. Quand je vais, vous avez dit tout à l'heure, je vais dans les congrégations, je prie, dans les communautés chrétiennes, je prie. Quand je vais prier pour quelqu'un, est-ce que je regarde s'il est Bassa, s'il est Bamileke, s'il est Béti, s'il est Nordiste? Je ne regarde pas cela. Nous sommes au niveau, nous pensons que les créatures de Dieu sont uniques, sont identiques, viennent de Dieu, c'est une source de bénédiction. Donc quand je prie, nous ne prions pas seulement pour les Noirs, pour des Camerounais, mais également ceux qui sont de partout dans le monde entier. Donc déjà, en tant que chrétien, je bannis de la main tous ceux qui pensent que les Camerounais sont dans un certain manque de vivre ensemble. Ce n'est pas ça le problème. En réalité, ce sont des gens qui sont mal intentionnés. Vous êtes journaliste, vous avez dû faire certainement un reportage là-dessus. Je ne sais pas si vous avez situé ça dans le manque de vivre ensemble. Non, il s'agit des délinquants qui ont posé des actes. Et la justice est là, ils seront interpellés par la justice et répondront de leurs actes. Vous parlez de la justice, on aura surtout l'occasion de revenir sur cet aspect judiciaire tout à l'heure. Mais revenons, on a entendu bon nombre de personnes sur ce plateau qui ont fait évocation notamment d'un aspect purement politique. Et là, on a envie d'interroger. De plus en plus, Je m'inscris en faux. Oh, voilà. Et, écoutez, on va revenir, peut-être on repose la question. Alors, de plus en plus, on voit cette colère et surtout cette tension qui s'exaspère. Ça rappelle un tout petit peu le résumé ou alors, on va le dire, la scène de 2018. Vous avez parlé de politique. Est-ce qu'on peut dire, mettre sur le compte notamment de la prochaine élection présidentielle de 2025, tout ce qu'il y a de violent aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Alors, on ne va pas faire la fine bouche. On entend certaines personnes dire, parce que vous êtes de telle ethnie, vous ne pourrez jamais être président. On entend certaines personnes dire, c'est à notre tour de récupérer. On entend justement d'autres personnes dire, non, nous allons le conserver parce que le pouvoir, je vais dire, comme on le dit dans la rue, est bon à nous. Rappelons que c'est une expression qui est fausse, mais cela se dit quand même dans la rue. Est-ce qu'on peut mettre ça dans le compte de tout cela? C'est-à-dire ces intérêts égoïstes qui voudraient, en un moment donné, croiser les Camerounais, opposer les Camerounais les uns contre les autres, sortir les machettes, un peu comme c'était à Meyo. La question à qui veut la prendre? D'abord à vous, monsieur le nationaliste. Je pense que c'est politique parce que nous sommes en fin de mandat. Et pour le nouveau mandat, il faut effrayer ceux qui veulent voter contre les personnes qui avaient été maladroites. C'est-à-dire au sud, ils instrumentalisent nos frères pour qu'ils pensent que leur mal vient de ces frères qui viennent d'un peu partout et qui ne sont pas natifs. Et pourquoi? Le ministre de la Communication n'a jamais condamné des propos allant dans le sens du tribalisme. Je le prends encore à témoin avec la sortie d'Elimbi Lobet et qui encore est sur un plateau. Il procède certainement à ce que j'appelle nourrir les dissidences et les divisions. Il nourrit ces divisions. Puisque de quelle manière? Le ministre de l'administration territoriale, on a souvenance qu'il y a quelques années en arrière, je me souviens bien, c'était en 2023, le président de la République faisait des sorties dans ce sens pour essayer de ramener les Camerounais et surtout marquer son inadhésion à tout ce qu'il y a, tout ce qu'il compte, ou alors tout ce qui va dans le sens de la prolifération des discours de haine. Mais comment une telle position du chef de l'État est quand même sur le terrain, n'est pas appliquée? Est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer votre propos et votre position
actuel. Actuellement, la justice n'a jamais condamné un Camerounais pour des propos haineux et des propos tribalistes. Je dis même actuellement. Le ministre des Gardes des Sceaux, Laurent Esso, n'a pas encore un procureur capable de le faire parce que c'est ce qui nourrit leur mal-gouvernance. Je le dis, attendez, je vais prouver. Oui, allez-y. Actuellement, dans les commissions qui ont été ouvertes dernièrement pour le multiculturalisme. Justement, la commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Permettez-moi de vous dire que ce ne sont que des artifices pour faire croire qu'ils travaillent pour le vivre ensemble. Ils sont quand même présents dans les dirigeants du Cameroun. Est-ce que leur présence, par exemple, nous aurions vu des sanctions sur des personnes comme Anani Rabier-Bindi, sur Momo Jean de Dieu, sur Elimbi Lobet, que nous aurions cru, parce que s'attaquer à Ernest Ouandi, Anani Rabier-Bindi l'a fait. Il y a des chaînes de télévision qui devraient être fermées à l'heure où nous parlons. Je dis fermées, parce qu'on ne s'attaque pas à ce qui est intelligent dans un pays. Ernest Ouandi a été très intelligent et il s'est sacrifié. On ne crache pas sur du sang qui se verse. C'est des héros. On ne s'amuse pas. C'est sacré. Leurs photos devraient être sur les billets de banque. Avant l'hymne national du Cameroun, on doit mettre toutes leurs photos dans les maisons de tout le monde. Je parle de ces personnes qui sont des héros nationaux. La maladresse de tous ceux qui ont amené ce sujet, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont touchés un point grave. Alors, André Bézé-Sama, vous parlez notamment du temps et surtout cette inaction, entre guillemets, des pouvoirs publics, mais on pourrait quand même dire que, parlant de la justice, on dit le temps judiciaire n'est pas le temps des hommes. Et la communication, donc, puisque nous sommes en train de voir des morts. Mais Xavier, vous êtes un grand journaliste, vous êtes très talentueux. Lorsqu'il y a déjà du sang qui se verse, nous sommes à côté d'un héros, M. Bwendé. Et Bwendé, il est mort pour la patrie. Il a perdu son argent. L'argent n'est rien. C'est les communiqués qui manquent. Mais que M. René Sadimi, je signe. S'il n'arrive pas à signer, je signe. Mais oui. Vous n'êtes pas ministre. Je demande. Vous allez signer en qualité de quoi? Peut-être vous allez signer en qualité de nationaliste. Au nom de la citoyenneté, nous ne voulons plus que du sang se verse. Et il faut éduquer les Camerounais à faire savoir que la loi, la constitution du Cameroun, qui est encore avec des termes comme autochtone, allogène, ça ne doit plus exister. Puisque nous sommes enfin en train de comprendre que c'est la France qui a écrit. Oui, c'est la France qui a écrit la Constitution. Débat. Vous allez revenir justement dans votre prochaine prise de parole. On sait quand même que de par le monde, il y a quand même ce débat qui reste toujours, c'est-à-dire la volonté de toujours vouloir considérer ou alors conserver un certain nombre d'identités qui font d'ailleurs toute la richesse. Par exemple, dans certains pays, vous entendrez parler des Wallons, des Corses, ainsi de suite, qui voudraient quand même garder leur identité. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre un peu le pied dans le plat? Là, on va y revenir. Alors, M. Clément Bwendé, il a parlé de la justice. On se souvient quand même, si nos recherches sont les bonnes, qu'en 2016, il y a eu évidemment le Code pénal qui a statué sur cette question avec sa révision qui a été faite en 2019. On parlait notamment de punir d'une amende, les chiffres ne sont plus exacts dans notre mémoire, bref, devaient être punies toutes les personnes qui pouvaient s'ériger comme des instigateurs notamment des messages de violence et la division du Cameroun. Alors, entre ce qui est dit du point de vue de la loi et l'inaction qu'on observe sur le terrain, est-ce qu'on va dire que l'État est un tout petit peu absent ou alors vole aux abonnés absents? Oui, pardon. Je crois que ce silence... C'est un silence complice. À votre avis? Jusqu'ici, oui. J'ai espoir. C'est ça qui fait vivre d'ailleurs. Qu'ils réagiront. Mais avant la réaction, je dirais que dans toute chose, il faut tirer ce qu'il y a du positif. Qu'est-ce qu'il y a du positif, dis-nous? S'agissant par exemple de M. Elimbi Lobet, qui est notre frère, oui. Je crois que sa sortie a réveillé la fibre nationaliste. Le débat est animé par le nationalisme depuis qu'il a fait sa sortie. Rappelons quand même qu'après sa sortie, il a essuyé un certain nombre d'attaques. D'ailleurs, son épouse a été attaquée. Il a fait une publication là-dessus. Et lui-même dit d'ailleurs qu'il est menacé. Elimbi Lobet qui n'est pas à sa première menace de par ses prises de position. Ça soulève encore une autre question. Est-ce qu'on devrait évidemment être pendu ou alors on devrait justement être lynché pour ses opinions? Est-ce que face aux opinions, on ne peut pas avoir d'autres opinions qui écraseraient certaines prises de position? Je suis le gardien de la mémoire
de quelqu'un qui était non violent. Oui. Mais respectait la position des autres. Tout à fait. Donc, je ne sais pas si effectivement son épouse a été violentée. Si c'est le cas, ce ne serait pas bien de faire comme lui. C'est-à-dire vous condamnez ce type d'action, ce type d'agissement. Toute forme de on doit rester légaliste, on doit rester nationaliste, on doit également rester pacifiste. Mais je dis la vague de réactions observée depuis sa sortie témoigne du fait que le Cameroun, les Camerounais ont cette fibre nationaliste. Et je dis, Elimbi ne s'est pas attaqué à Wangé. Hein. À qui s'est-il attaqué? Aux institutions et à celui qui l'incarne. C'est pour ça que j'ai espoir qu'ils réagiront. Ils réagiront. Wangé, c'est un héros. On ne l'a pas érigé héros pour rien. Oui. Et donc, s'attaquer à un héros, c'est s'attaquer aux institutions. Alors, pasteur, on revient à vous. Des propos du genre « rentrez chez vous », ça fait quand même, c'est devenu monnaie courante, on les entend pratiquement partout. « Rentrez chez vous, vous n'êtes pas d'ici », on dit que c'est blessant. Et compte tenu notamment des différents actes pris par notre administration centrale, ce genre de propos ou encore ce genre de discours clivant devrait évidemment être puni. Rien pratiquement n'est fait. De votre casquette, de votre œil, de votre position de pasteur, comment pouvez-vous analyser cela? Est-ce qu'on devrait passer à la vitesse supérieure? Vous savez, moi, ça m'intrigue un peu. Parce que, à quel niveau? Ça m'intrigue parce que des gens qui posent de tels actes n'influencent pas la majorité des Camerounais. Moi, je suis un gars d'Union Ikélé. Oui. Il y a toutes les tribus qui sont représentées là-bas. Moi, je n'ai pas suivi où des gens disaient aux autres que vous n'êtes pas chez vous. Mais c'est un propos qui est courant. Ça, on l'entend. Ce sont des propos, vous savez, les propos vont toujours exister. Oui. Les propos vont toujours exister. Tant que les hommes vivent sur cette terre ici, il y aura des gens qui seront pour, il y en a qui seront contre. Mais qu'est-ce que la loi dit? On se fie à ce qui est réglementaire et on fait avec. On ne va pas faire un procès sur des gens. C'est un peu comme le cas de M. Elibi Lobé. Si l'État camerounais reconnaît que Ernest Wandi fait partie des héros nationaux, qui est un héros national, et que c'est établi, c'est dans les archives, et que une personne sorte dire que ah bon, ben, lui ne croit pas ça, il dit c'est un bandit. Mais est-ce que tous les Camerounais ont accepté cela? Non. Ça, ce sont des choses qui animent des débats. Moi, je dis à mes enfants que Ernest Wandi, c'était un héros national. Et il était, moi je ne maîtrise pas très bien l'histoire parce que ces événements sont arrivés quand nous autres ne sommes pas encore nés. Mais je pense qu'il est le dernier à être fusillé, n'est-ce pas, avec le système des colons. Ça veut dire que nous apprenons à nos enfants que ces gens ont bel et bien existé et qu'ils ont lutté, ils ont participé à la construction de ce pays ici pour que nous ayons des indépendances. C'est ce que nous enseignons à nos enfants. Donc il est question de se concentrer sur ce qui est important et de laisser ce que les gens disent, parce que les gens auront toujours à dire. Alors, vous êtes certainement pasteur, permettez que nous vous relancions à ce niveau. Certains vous diront peut-être à la fin du programme que les pasteurs doivent se concentrer du prêche. Et évidemment, les politiciens doivent parler de la politique. C'est un propos que vous avez entendu à la suite notamment de cette sortie cumulée ou alors cumulative, notamment des évêques du Cameroun. Mais revenons sur le plateau. On se rend compte qu'évidemment, il y a un propos qui a été dit, une idée qui a été développée, comme quoi ce sont les politiques qui semblent instrumentalisés. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il est temps vrai que les politiques instrumentalisent la population, est-ce qu'on pourra trouver un véritable modèle, un véritable profil d'homme politique camerounais qui va arriver à fédérer, parce que là, fédérer tous les Camerounais, qui va amener les Camerounais à se regarder non plus comme des ennemis. Vous dites justement que les Camerounais ne se regardent pas comme ça, mais il y a quand même ce regard qui est bien présent. Alors, est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui un profil d'homme politique qui pourra fédérer tous les Camerounais sur un idéal, l'idéal nationaliste? Vous avez dit tout à l'heure qu'on disait que la politique aux politiciens... Mais ça a été dit oui, à la suite de la sortie des évêques. Oui, ça a été dit. Donc on peut dire que le clergé ne devrait pas se prononcer sur certains choix politiques. Et ce soir, quand même, vous ferez l'exception, vous allez vous prononcer là-dessus. Oui, justement, je vais me prononcer. Je vais me prononcer parce que je pense que les Camerounais sont mûrs. Oui. Ils savent choisir qui doit les diriger. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire dans des prêches à l'église, parce que moi j'ai fait des sorties.
dans plusieurs plateaux quand l'évêque de Yaoua avait dit, même si c'est le démon, il faut que tu dises... Même si c'est le diable. Même si c'est le diable. Alors, ce n'est pas du ressort du clergé de dire que le diable pouvait désormais diriger le Cameroun. Alors, vous parlez de la posture d'un Camerounais qui pourra unir tous les cœurs et que tout le monde aura accepté. Est-ce qu'on peut en trouver selon vous? Est-ce qu'on peut... Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le landerneau politique, vous verrez des personnes qui sont par exemple pro le président Kamto, vous verrez des personnes qui sont pro le président Paul Biya, vous verrez des personnes qui sont pro le président Cabral Libi, et sur la toile, évidemment, ce sont des joutes interminables que l'on note de part et d'autre. Est-ce qu'on pourra trouver, c'est dans ce sens que la question est, une personne qui pourra véritablement fédérer tous les Camerounais sans insulte? Oui, mais c'est pas seulement ici au Cameroun. Quand vous allez en France, il y a les pros Marine Le Pen, il y a les pros Emmanuel Macron, il y a les pros François Hollande. Ça a toujours existé. Les gens sont toujours comme ça des préférences. Il y a des pros de tel ou de tel autre. C'est indice quand même que le niveau de violence verbale n'est pas le même que celui qu'on voit au Cameroun. Est-ce que là également, ça dénote du fait qu'il y a un manque d'éducation politique au Cameroun? Oui, le niveau de violence, notamment dans les réseaux sociaux, existe. Mais moi, je dis ceci, la loi est là. Nous ne pouvons pas demander aux Camerounais de ne pas s'exprimer. Mais qu'est-ce que dit la loi? Est-ce que ELECAM n'existe pas, ELECAM est là. Est-ce que les gens en ce moment ne sont pas en train de s'inscrire dans les listes électorales? Ils sont en train de le faire. Alors, on ne va pas prêter l'oreille au brouhaha. Non. On va rester sur ce qui est réglementaire et on va appliquer la loi. Moi, c'est ce que je sais. Maintenant, quant aux acteurs politiques, ils vont se présenter, ils vont convaincre de par leurs arguments, de par leur plan politique, de par ce que les Camerounais ont comme soif par rapport à leur rythme de vie, qu'ils veulent automatiquement changeant. Voilà ce que veulent les Camerounais. Maintenant, ça ne va pas aller dans un système profondément tribaliste ou quoi que ce soit. Ça sera sur la base des arguments. Qu'est-ce que tu apportes aux Camerounais? Quel est ton plan politique? Les Camerounais vont t'écouter, alors ils vont juger par eux-mêmes parce qu'ils sont suffisamment matures pour faire un choix. Donc il ne revient pas à un pasteur ou à un politicien de dire voilà celui qui sera choisi. Le choix revient aux Camerounais. Ce sont des Camerounais qui vont choisir. Il faut qu'on les permette de choisir. Il ne faut pas qu'on les dérange avec tel a dit que tel a dit que. Ce n'est pas important. Nous, ce que nous enseignons aux gens, c'est de pouvoir faire la part des choses entre le bien et le mal. Et pour moi, tous les Camerounais, de toutes les tribus, des religions qui viennent, des régions qui viennent, sont capables de diriger le Cameroun. Il suffit seulement que sur la base des arguments, qu'ils arrivent à convaincre les populations à les choisir. Et puis ça sera fait. Merci, pasteur Emmanuel Magouet, pour cette intervention. On revient à vous. Alors, André Blaise et Sama, nous parlons de cette question, lui évidemment, à cette haine qui est montante, à ce repli identitaire qui est bien présent, mais également on est dans un pays sur lequel s'adosse un certain nombre d'institutions, ou alors un pays qui s'adosse sur des institutions. On regarde quand même que, parlant de ces institutions, on a ce qui pouvait être appelé la véritable police, celle qui devait veiller par exemple sur les médias et sur les réseaux sociaux, en l'occurrence l'Antique. Alors aujourd'hui, face à ces violences verbales, à ces joutes sur les réseaux sociaux, où est passé l'Antique? Est-ce que l'Antique également joue les complices? C'est la question justement qu'un téléspectateur nous a posée bien avant cette émission. Et il faut rappeler que nous continuons de veiller à ce que le nombre de temps qu'ils perdent soit consigné par le peuple camerounais. Et la sanction viendra du peuple. Puisqu'il s'agit d'un instrument qui a été mis en place pour réguler et encadrer l'expression. L'Antique n'est en train de rien faire face à ces chaînes de télévision qui alimentent des propos haineux. Permettez-moi, lorsque on brûle le drapeau camerounais, qui doit rapidement faire une intervention? Dites-nous. C'est la République, à travers le procureur de la République. Quand Essama décapite le monument d'un militaire français à Bonadjo, ils sont pressés, mais pourtant, ce n'est pas le Cameroun qui a mis ce monument. Ce sont les Français en 1948, parce qu'ils voulaient prendre nos terres. Pourquoi moi, on m'arrête rapidement? Mais quand il y a l'attaque sur les institutions de notre pays,
On mettra peut-être ça en pause. On va revenir notamment sur la lenteur de l'anti, comme vous disiez. Mais qu'est-ce qui vous motive pour celui qui nous écoute, qui vous regarde à la télé, qui vous a souvent vu sur les réseaux sociaux, pratiquement arracher les têtes ou encore les crânes de tous les blancs, entre guillemets, dont les monuments ont été érigés. Qu'est-ce qui vous motive? J'appelle même ces Vous voulez quoi, André Blaise et Sama? Justice pour nos héros, justice pour ceux qui sont morts et qui sont sacrifiés pour la nation. Ils ont déjà été adoptés et reconnus, pas du tout, notamment comme des héros nationaux. Est-ce que cela ne suffit pas? Ce n'est pas là la justice. Remarquez au Ghana, le mémorial Kwame Nkrumah, vous allez vous calmer. Remarquez dans des pays où on a œuvré, comme Sékou Touré, regardez Lumumba au Congo, vous allez vous calmer. Monsieur Xavier, vous êtes très intelligent. Allez un peu au Tchad. Allez voir comment les Tchadiens sont en train de chasser les bases militaires françaises. C'est pour donner à Idriss Déby la valeur qu'il avait dit non aux francs CFA. Alors, on clôt rapidement cette parenthèse. Regardez en Chine, Mao Tse-tung. Tout le monde connaît. Regardez aux États-Unis, George Washington. Vous allez vous calmer. Nos pères se sont sacrifiés, mais nous les trahissons. Alors, on revient sur le sujet de l'antique qui joue justement les retardataires. Est-ce que là également, ce retard, c'est un retard qui plombe véritablement ce vivre ensemble, encore cette paix sociale, cette cohésion sociale? Est-ce que, à force notamment de jouer aux retardataires, cela risquera de donner du poids ou encore ajouter de l'huile sur le feu au Cameroun qui pourra peut-être s'embraser au travers de ces discours? Et je suis très content de cette préoccupation parce que les compétences sont en train de se mettre en place et les Camerounais qui nous suivent vont certainement mettre un accent sur ces détails pour qu'il n'y ait plus jamais de faute. Parce que le Cameroun ne va pas seulement être avec des incompétents. Nous allons avoir des compétences capables de comprendre la portée de ce sacrifice de nos héros et surtout qu'il ne faut pas attaquer ou bien s'attaquer à une gloire. Parce que partout dans le monde entier, on chante au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Mais que font ces ancêtres dans les injures? Que font ces ancêtres en dehors des rues? Qu'on ne rappelle pas leur mémoire sur des édifices publics, des aéroports. On serait aujourd'hui en train de parler d'un grand sujet, peut-être de ce qu'on peut faire avec Barthélemy Boganda qui est en Afrique, en Centrafrique. On aurait pu parler peut-être de plusieurs de nos héros qui sont dans l'Afrique centrale, puisque l'AES aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont déjà en train de faire des grands groupes. Mais nous, on est encore en train de se faire du mal en disant aux autres chasser. Non, c'est parce qu'on n'a pas éduquer les populations. C'est parce que ceux qui étaient là aux affaires, parce qu'ils ont échoué, ils n'ont pas pu apporter de l'eau, ils n'ont pas pu apporter le salaire. On demande aux populations du Sud, payer Mbandjok, payer Koteng, on préfère tirer sur eux. Et on se retrouve à train d'avoir des gens qui ont un malaise. Et après on dit, verser la colère là sur ceux qui sont... Il n'y a pas d'allogène, il n'y a pas d'autochtones au Cameroun. Cette terre a été une terre gagné par tous les ancêtres camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, et aucun Camerounais n'a le droit de dire à un autre Camerounais qui va chez toi. Merci André Blaise et Sama, vous avez parlé justement de cette justice qui est peut-être en retard, si ce n'est absente. Alors Clément Bouindé, on voudrait quand même comprendre, dans un pays comme le nôtre, à fort institution, on se serait peut-être attendu qu'au moins de dérapage, j'y arrive, que des personnes soient interpellées. Mais la question reste quand même posée. En fait, qui a la possibilité de déclencher cette action publique? Qui peut justement déclencher notamment cette action, notamment l'interpellation des uns et des autres? Est-ce que quelque part, c'est la méconnaissance de cette personne à même de déclencher ce processus judiciaire qui fait aujourd'hui qu'on se retrouve dans ce qu'on vit aujourd'hui? Je reste persuadé qu'ils réagiront. Alors, vous êtes tellement, comment dire ça, persuadé, vous êtes tellement croyant, vous croyez tellement, alors que d'autres personnes disent que ça trahit, on va le dire, cette inaction trahit peut-être un échec quelque part, je ne dirais pas les choses exactement comme ça, mais c'est ce qui se dit quand même dans la rue. Bon, Pasteur va m'excuser, je ne suis pas croyant dans ce sens-là. Voilà. Mais je dis... Comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est attaqué aux institutions. Oui. Les institutions devraient réagir. Et je voudrais également préciser que dans le cadre de cette affaire, certains héritiers de Maty ont pendu un communiqué. Vous en faites partie? Oui. D'ailleurs, votre père était un... On peut avoir l'économie de ce communiqué, M. Bouindé?
Oui, on a condamné avec véhémence ce dérapage et appelé à la sanction. Surtout au plateau de télévision de ne plus recevoir ce genre de personnes qui tiennent des propos déviants. Oui. Voilà. Donc, je dis, on a pondu ce communiqué. Vous avez le sentiment d'avoir été écouté au regard de tout ce qui s'est passé dans le Cameroun ces derniers jours? Si vous avez peut-être écumé les plateaux, vous avez l'impression que vous avez été écouté suffisamment? Peut-être pas encore par ceux qui devraient réagir. Alors, si vous n'avez pas encore été écouté jusqu'ici, est-ce que ça ne vous ferait pas perdre votre foi un tout petit peu, M. Clément? Je ne serai pas là aujourd'hui. Je suis là pour sensibiliser et appeler à la sanction. Oui. Et peut-être renforcer, puisque j'ai été appelé par le grand combattant en droite ligne de cette communication de Hermine Oumiobe, de Françoise Oumiobe, maman Louise Mekafossi du côté de Bafsam, de la famille Kameni Anatole, de la part de Madeleine, sa fille, de la part de Ekwala Robert, des UPCistes qui ont compris très vite qu'il fallait réagir. Et enfants Wandi, et qui demandent à la République d'ériger et enfin de faire sortir enfin le décret de héroïsation de nos héros nationaux. Parce que le décret de réhabilitation n'est pas le décret de héroïsation. Oui. Il faut comprendre très bien que l'Union des populations du Cameroun a des héros. Mais maintenant, ils avaient été salis par les colons parce qu'il fallait défier ces nationalistes qui voulaient l'autonomie du Cameroun. Le Cameroun pour les Camerounais, par les Camerounais. Mais après donc que les colons soient partis, ou bien aient fait semblant de partir, puisqu'ils sont toujours là, maintenus avec leurs ordres. Parce qu'il faut le dire, nous ne sommes pas indépendants. Le Cameroun n'est pas indépendant. J'utilise... C'est vous qui le dites. Je le dis, j'appuie. La monnaie que j'utilise n'est pas une monnaie indépendante, souveraine. C'est suffisant? C'est pas suffisant. J'ajoute même encore. Dans la constitution de mon pays, je continue d'avoir la langue française coloniale, la langue anglaise coloniale comme langue officielle. C'est des choses abominables. Pour moi, abominables. Puisque un Indien ne va jamais prétendre être français. Un Anglais ne va jamais prétendre être un Allemand. Il faut bien qu'on soit clair là-dessus. Je ne suis pas anglais, je ne suis pas français. Aujourd'hui, on a des crises coloniales dans mon pays et on a plus de tribalisme. Et c'est grave. Et c'est pour cette raison que nous devons décoloniser les mentalités. Faire comme Thomas Sankara. Il avait appris à son peuple à s'aimer. On doit faire en sorte que les mariages interethniques se passent pour que le vivre ensemble, comme dans les lions indomptables, qu'on n'entend plus jamais un matin, on l'a dit, chez nous on a interdit d'épouser les Bamileke. Ça n'a pas de sens. On sanctionne ça avec la plus grande énergie pour que chacun comprenne dans son cerveau qu'il ne faut jamais avoir une attitude assez repoussante vis-à-vis de son propre frère. Et il faut dire une vérité. Les plantations plantations au Pendja. Vous sortez par là, oui, en 30 secondes? Ne sont que pour les Français. Aucun titre foncier de Wandi, PHP, où on torture les Africains, où on leur demande d'être en train de travailler pendant que les hélicoptères versent les produits. Qui a donné ces titres fonciers à ces Français? Ils ont arraché les terres. Et raison pour laquelle nous demandons à tous les Camerounais d'ouvrir les yeux, de ne pas s'en prendre à des personnes qui se battent dignement pour pouvoir battre le pavé. On se sacrifie comme ça. Les commerçants sont en train d'avoir leurs marchandises. On vient en casse. On dit que parce que... Non, ne soyons plus méchants. Il y a les Français qui font du mal aux Camerounais. Ils ne payent pas les impôts. Ils ne payent pas les douanes. Ils sont carrément en train de faire de nos terres avec des chaînes de télévision qui promeuvent des anti-valeurs africaines. Je peux en parler si vous voulez. Mais on va y revenir, peut-être dans le cadre d'un plateau spécial consacré uniquement à ces différentes dérives qu'on observe dans notre société camerounaise ou alors africaine dans son ensemble aujourd'hui. On va revenir à vous dans un instant, M. Clément Bouindé. Mais nous parlions, pasteur, révérend, de cette action, notamment des pouvoirs publics, qui semble quand même extrêmement lente. Pour certaines personnes approchées en début d'émission, lorsque nous la préparions, on se posait la question, qui est véritablement la personne à même de déclencher l'action publique au Cameroun? Parce qu'on sait qu'il suffit de poser un acte un tout petit peu nationaliste, comme disait M. André Blaise de Sama, que vous serez arrêté dans les 48 heures ou alors les 24 heures. Mais pourquoi au niveau de ces dérives langagières, on a l'impression que rien n'est fait? Qui déclenche cette action selon vous? Je vais vous redire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je dis ceci.
ce que Elibi Lobé a dit, parce que je pense que ça tourne autour. Alors, je voulais surtout pas qu'on fasse une fixation sur Elibi Lobé, mais fixation, on peut utiliser le cas Elibi Lobé comme un cas d'illustration. Justement, actuellement, c'est le cas le plus flagrant un peu parce que ça se parle. Le plus récent également. Le plus récent parce que ça se parle un peu de partout. Moi, je dis ceci. Vous avez accepté la liberté d'expression au Cameroun. Donc, vous n'allez pas dire à quelqu'un qui pense que telle ou telle autre personne ne mérite pas une telle réhabilitation ou bien ne mérite pas un tel titre. Alors, si on vous entend bien, pasteur, est-ce que c'est le fait d'avoir libéralisé la parole? Est-ce qu'on est là en train de subir les conséquences de cette libéralisation de la parole? Vous vous souvenez que le président de la République a dit « Nul n'est plus obligé d'entrer dans le maquis pour ses opinions ». Mais parce que le chef de l'État lui-même en subit. On l'insulte en longueur de journée. On fait des choses en sa personne, on dit n'importe quoi de lui, on dit des choses et tout. Mais il n'a jamais arrêté quelqu'un pour avoir profané ou alors blasphémé à son nom. Donc, comme pour dire que, moi je vous dis ceci, enseignons à nos enfants ce qui est idéal. Disons à nos enfants que les indépendances que nous avons aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu de leur vie. Oui. Et parmi lesquels il y a Ernest Wandi, qui est un héros national. Ne nous concentrons pas sur quelqu'un qui pense que ce n'est pas le cas. Moi, je condamne ce qu'il a fait. Mais je ne peux pas appeler les jeunes pour leur dire que voilà ce que Elibi Lobé a fait. Non, ça va distraire le cerveau. Je dis, voilà ce qui a été fait par Ernest Wandi et qui a été fusillé en 1971. Je pense bien, les historiens sont là. Donc, moi, c'est ce qui est important. Ce n'est pas maintenant par rapport à l'action dont vous parlez qui devrait... Cette action publique devait être enclenchée pratiquement. Je ne sais pas comment la loi fonctionne à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a un groupe de nationalistes qui aurait déposé une plainte, si j'ai bien compris. La plainte sera donc déposée auprès du procureur de la République. Et alors maintenant, le procureur fera son travail. Et justement, ça pose là un autre problème, révérend. Oui. On sait quand même que dans des pays qui fonctionnent sur le plan judiciaire, normalement, le procureur a la possibilité de s'auto-saisir. Est-ce que dans le cas d'espèce, dans le Cameroun par exemple, que nous connaissons peut-être mieux, est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité d'autosaisine, notamment des pouvoirs judiciaires, en l'occurrence le procureur de la République, face à une infraction qui s'autosaisisse et que la justice prenne le taureau par les cornes face à certains actes? Oui. J'avais suivi un sage un jour que la justice elle est libre, elle jouit de son indépendance, donc ça veut dire que de sa liberté d'agir ou pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le procureur de la République n'agit pas directement, ou il pourra agir directement, ou il attend encore réunir un certain nombre de preuves avant d'agir. Pour l'instant, nous ne pouvons pas aller vite en besoin et on voit l'attitude. Mais déjà, avec ce que les autres sont en train de faire, si ils ont estimé qu'il faut déposer une plainte, peut-être que la plainte viendra se retrouver à ce que le procureur projetait déjà faire. Et puis, et maintenant, Elibi Lobé va s'expliquer devant la justice camerounaise. Alors, parlant justement d'Elibi Lobé, on parlera d'autres personnes justement qui ont eu ces différentes dérives, nous l'avons dit. Alors, on revient à vous, révérend. Monsieur Clément, vous êtes le fils, on l'a dit et on ne le dira jamais assez, on le dira toujours sur ce plateau, d'un monsieur qui a énormément œuvré pour le Cameroun. Je crois qu'avec l'appui, notamment de la régie, on pourra voir cette belle lettre de condoléances qui a été adressée à votre père ou encore à la famille de votre père juste après son décès. Je me souviens bien, c'était en 2004, si nos souvenirs sont exacts. Alors voilà justement cette lettre qui passe, que vous avez justement à l'écran, avec un message aussi poignant. Mesdames et messieurs, j'ai appris avec tristesse la nouvelle du décès de monsieur Jean Bouendé, grand notable du Oncam, ancien syndicaliste et ancien conseiller municipal à la commune urbaine de Bafan. Monsieur Jean Bouendé était un patriarche respecté et vénéré, un patriote engagé, un citoyen loyal vis-à-vis des institutions de son pays. En cette douloureuse circonstance, je vous adresse mes condoléances sincères et vous assure ma sympathie émue. Veuillez agréer, madame, messieurs, les assurances de ma parfaite considération à la famille Mbouendé, sous couvert monsieur le gouverneur de la province de l'Ouest à l'époque, Bafoussam, c'est signé Paul Biya. Alors, lorsqu'on écoute justement cette lettre que nous avons retrouvée dans la préparation, dans le cadre de la préparation de cette émission, on revient à vous. Il y a quand même beaucoup de légendes ou encore d'énigmes tout autour de M. Bouendé. On parle justement de cette histoire de plantation de café qui avait été pratiquement mise à terre. On reviendra sur les solutions tout à l'heure, mais parlez-nous en quelques secondes. Votre père, son champ de café avait été totalement rasé parce qu'il se dit que votre père avait le pouvoir de se transformer en caféier. Est-ce que c'est vrai? C'est une légende, on raconte pour raconter. C'est quelqu'un qui était béni de Dieu,
Parce qu'on dit qu'il avait des pouvoirs. C'était un grand magicien qui pouvait justement disparaître lorsqu'on le cherchait, ainsi de suite, ou alors qui avait la possibilité de se transformer en café. Ça, c'est ce qu'il se dit. Pas du tout. Oui. Et ça me permet, si vous me donnez l'occasion, allez-y. de revenir sur l'histoire. Je relativise, c'est pas une fixation, oui, les propos de Limbi Lobé, parce que j'estime qu'il n'a pas la connaissance de l'histoire. Il y avait des bandits. Wandji n'était pas un bandit, mais il y avait des bandits. Quand l'UPC est interdite le 13 juillet 1955, aux élections de décembre 1956, elle n'a pas la possibilité de prendre part. Et on crée le CNO, le Comité national d'organisation. C'est à partir de cet instant qu'il y a presque une scission au sein de l'UPC, oui, où il y a l'aile dure constituée de Mounier, King et Abel, Wandji et consorts, et les modérés, considérés avec Oumniobé, Jean Bouendé, Tchumbangwanke et consorts. Et donc, le CNO évolue. Quelqu'un comme Singa Matin crée en 1957 le SNDP, le Sinistre national pour la défense du Cameroun. C'est à partir de cet instant que s'installe la violence. Et en 1959, on crée l'armée nationale de libération camerounaise. Et c'est Singa qui est à la tête. C'est à partir de cet instant que le pouvoir colonial rentre dans la lutte aussi, infiltre le mouvement pour créer des exactions qu'on devait mettre sur le dos de l'UPC. Merci de nous rappeler ce pan d'histoire. Voilà. Et donc, Singa Matin, Momopol, mène cette lutte et à un niveau n'obéissent plus aux ordres de la hiérarchie. Alors, et joue contre la lutte. C'est pour ça que en septembre 61, NS revient pour réorganiser la lutte et empêcher que des bandits et consorts rentrent dans la lutte pour salir l'UPC. Donc, M. Limbi Lobé, je suis prêt à lui administrer un cours d'histoire, sans être historien. Alors merci. Le cours d'histoire, ce sera forcément pour plus tard. Je dois rappeler que nous avons encore exactement 5 minutes avant de connaître la légère transition. En 5 minutes, révérend, en 5 minutes, combattant Isama, comme vous vous faites appeler. Alors, quelles sont les différentes pistes de solutions aujourd'hui qu'on devrait utiliser, vers lesquelles on devrait se tourner pour essayer de taire cette querelle, et notamment ces joutes verbales, cette violence que l'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et même cette violence dans nos sociétés. Est-ce qu'aujourd'hui, il est temps peut-être que les médias prennent leurs responsabilités? Est-ce que c'est une des solutions? Est-ce que c'est un pan à explorer convenablement? Permettez-moi, grand Xavier Ngodi-Elong, puisque nous avons lu un message du chef de l'État, de lui souhaiter déjà toutes mes sincères condoléances pour le décès de sa belle-sœur Martine Meba. Qui a été inhumée. Effectivement. Il y a quelques jours seulement, samedi dernier. Pourquoi je le fais? Parce que non seulement il est déjà en train de comprendre qu'il faut écrire aux enfants des héros, notamment Bouendé. Nous attendons également son mot au sujet de Wandji, qu'il fasse un petit mot pour permettre à ce que Philippe Wandji ne se sente pas heurté et qu'il réitère, parce que nous demandons à ce que le président de la République fasse vraiment ce travail, comme il est parti se prosterner sur la tombe de sa belle-sœur, qu'il le fasse également, si possible, sur la tête de Hossein Diafana le 15 mars prochain. Puisque Castor Hossein Diafana fait partie de ceux qui sont morts et qui sont sacrifiés pour la nation. On peut faire une cérémonie symbolique au Palais de l'Unité où il va faire venir tous les corps constitués et faire procéder de la façon à honorer tous nos héros nationaux. Vous voyez, votre studio est en train d'honorer Abel Kingay, Félix Moumier, Ruben Oumniobé. Le président
président de la République peut décider de faire un espace comme ça au Palais de l'Unité et dire voilà, Bwendé, voilà Mani Benitombi, Douala Mangabel et toutes ces personnes, et filmer et puis dire voilà, je me prosterne devant toutes ces personnes. Maintenant, pour répondre à votre préoccupation... En 30 secondes, quelle piste de solution explorer? Il faut poursuivre la décolonisation mentale dans des émissions aussi fortes comme Accent 237, la décolonisation des esprits et permettre à ce que l'Afrique se réapproprie sa propre histoire, notamment par la résistance que j'ai sortie en bande dessinée, une bande dessinée qui rappelle l'histoire glorieuse de Rudolf Douala Mangabel, de ces femmes de la partie du nord-ouest, sud-ouest qui sont battues face aux Anglais, et même ma propre histoire de la décolonisation des rues. Pourquoi? Parce que vous pouvez retrouver ça sur Internet en tapant dans Google deux mots, résistance et Sama. Vous allez retrouver cette bande dessinée. Il y a par exemple la bande dessinée sur Je connais le Cameroun. Il y a plusieurs Camerounais qui connaissent l'histoire du Cameroun. En bande dessinée, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, ne pas connaître le Cameroun doit être une raison de perdre la nationalité. Merci. Il faut bien qu'avant de donner les cartes d'identité aux Camerounais, que certaines questions leur soient posées. Si on demande qui était Ernest Ouanti ou pas un bandit, on te chasse seulement. Merci beaucoup, André Blaise et Sama, pour cette astuce qui pourrait peut-être marcher. Alors, révérend, quelle piste de solution aujourd'hui faudrait-il explorer pour pouvoir sortir de cette situation et éviter notamment ces sorties de route? Vous savez, nous, à l'Église, on enseigne la concentration de l'esprit. Alors, il faudra donc prier, peut-être se concentrer et prier, ça pourra nous aider. Non, pas forcément. Mais restons sur ce qui est important. Oui. Appelons les jeunes, parce que nous, l'histoire que nous relatons aujourd'hui, nous l'avons appris de nos parents, qui eux ont vécu directement les circonstances des indépendances qu'on nous raconte aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir une connexion historique qui nous a été transmise, que nous pourrons également transmettre à nos enfants, à leur tour le transmettront, n'est-ce pas, à leurs enfants. Donc, ce qui veut dire que, restons sur l'objectif, je dis, moi personnellement, et c'est ce que j'enseigne à ma communauté, j'enseigne à mes enfants et à tous ceux qui m'approchent. Merci. Ernest Ouanti est un héros national. On sort avec vous sur cette première thématique, Clément Bwendé. On fait quoi pour que demain ou après-demain, on ne soit plus en train de voir les Camerounais qui se regardent en chien de faïence, mais qui se regardent en s'embrassant et justement en se glissant des petits mots, comme quoi on a un beau pays qui s'appelle le Cameroun. On fait ce que vous avez initié, Accent 237, ce genre d'émission éducative. Merci. Ça permet de recadrer les illettrés de l'histoire. Merci beaucoup. Rappelons, mesdames, messieurs, que c'est connu, l'histoire est la matrice également, et exactement du savoir. L'histoire est la matrice de la connaissance. Il faut se documenter, il faut trouver de véritables repères historiques qui permettront d'éviter ces sorties de route. Nous allons, dans un instant, aborder la deuxième thématique qui revient notamment sur ces fermetures brutales des églises au Cameroun. À date, uniquement dans la ville de Yaoundé, on compte pratiquement 188 qui ont été fermées sur près de 600 églises. Un chiffre quand même ahurissant. Pourquoi autant d'églises au Cameroun? On aura le temps d'en parler. Cette fois, faisons une sorte de voyage, une immersion dans ce reportage et cette analyse que nous propose Jean-Paul Chognat. À la lumière de 188 églises, fermées par le sous-préfet de Yaoundé 4e dans le Foundi, le gouvernement semble avoir décidé d'administrer un réveil brutal à tous ces lieux de culte dits de réveil, malheureusement plongés dans un profond sommeil de l'illégalité depuis des décennies. Sans autorisation de fonctionner, ces églises de réveil sortent de terre tels les champignons, atteignant déjà le chiffre record de 615 chapelles pour le seul arrondissement de Yaoundé 4e sur les 7 que compte le siège des institutions de la République. Calculette en main, on en serait à une estimation en moyenne d'au moins 2500 églises de réveil dans toute la ville aux 7 collines. Que dire des 7 autres départements de la région du centre et le reste du pays? Serait-il exagéré de parler de plus de 10 000 églises de réveil clandestines présentes au Cameroun, alors que le président de la République n'a autorisé qu'à 48 d'entre elles de fonctionner, soit un ratio de moins d'1% d'églises en règle?
face à cette chasse aux églises clandestines décidée par le ministre de l'administration territoriale et désormais mis à exécution par un premier sous-préfet. Mais l'opinion cherche à comprendre pourquoi maintenant, alors que le gouvernement a laissé s'installer toutes ces églises qui causent la pollution sonore dans les quartiers, détruisent des familles sous le regard passif des autorités administratives, malgré les plaintes des populations depuis des décennies. À l'approche de l'élection présidentielle très attendue de cette année, des citoyens saluent la décision du ministre Paul Atangandji, mais restent sceptiques sur les réelles motivations du régime RDPC à vouloir mettre de l'ordre dans les chapelles qu'il a laissé s'installer en désordre. D'aucuns y voient plus de motivation électoraliste, plus que le souci du bien-être des Camerounais. Avec les sorties publiques récurrentes des prélats de l'Église catholique et leurs messages de sensibilisation appelant leurs fidèles à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales pour une alternance au Cameroun en 2025, le gouvernement de Paul Biya et les autorités administratives sont-ils en train juste de faire pression sur les pasteurs à réveiller leurs ouailles et formater leur esprit en bétail électoral pour ainsi contrecarrer l'offensive des évêques catholiques qui critiquent le pouvoir de Yaoundé, non sans invoquer, même s'il le faut, l'éventualité d'un diable à venir remplacer le président sortant Paul Biya aux commandes depuis le 6 novembre 1982. Sacré Jean-Paul Chouniat, vous l'avez suivi avec quelques interrogations qui sortent et qui parlent d'elles-mêmes. Pourquoi maintenant? Clément Boinde, le nationaliste André Blaise Essama, révérend Emmanuel Magouet. Pourquoi maintenant? Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec la sortie des évêques et de Yagua et de Yaoundé et tout le reste des évêques qui ont justement pris position? Est-ce que les pouvoirs publics craindraient par exemple que les églises de réveil prennent la relève? On a vu il y a quelques semaines auparavant l'église évangélique du Cameroun qui avait totalement refusé de prendre position. Peut-être certaines personnes avaient argué évidemment que l'église craignait fermeture au regard notamment de ce qui s'est passé entre-temps avec cette église qui était au bord de la scission. Alors aujourd'hui, les églises de réveil sont fermées à la veille des élections. Est-ce que c'est un moyen pour les pouvoirs publics d'éviter que les choses prennent des proportions pratiquement inattendues? Est-ce que les églises sont une menace, André Blaise Essama? En réalité, le dépoussiérage de l'administration territoriale vise à remodeler ce qu'ils ont comme vœu par rapport à tout ce qu'il y a eu comme déclaration. Vous avez très bien suivi Monseigneur Cléda, plusieurs ont pris position et l'objectif est toujours la présidentielle, il ne faut pas se perdre de vue. Beaucoup veulent à tout prix des résultats de leur champion. Mais maintenant, ils veulent procéder par les intimidations. Si tout de suite, une église ouvre et qui décide de voter pour tel candidat, vous allez voir qu'on va tolérer cette église. Excusez-moi, l'église a ses héros. Dans l'église catholique romaine, Jésus est un héros. Ce n'est pas la même chose pour le peuple camerounais qui a également s'est sacrifié et mort pour la patrie. Or, quand on attaque les héros camerounais, vous voyez comment ils ont abandonné. Mais quand on attaque, par exemple, leur champion, il faut rapidement mettre de l'ordre. Et c'est ce qui est malsain. Et surtout, c'est pas bon pour un peuple qui veut vraiment partir parce qu'on est en train de dépoussiérer, on veut se décoloniser mentalement. Je n'ai rien contre ce que j'appelle la foi de chacun. Mais cette foi doit permettre à ce que l'individu vive en bon vivre avec ses frères. Le Cameroun est laïque. Il y a des chrétiens, des musulmans. Actuellement, je souhaite bon début de Ramadan oui, à tous nos frères musulmans qui savent déjà très bien que Essama est un ami de la communauté musulmane du monde entier parce que je respecte la foi de chacun. Mais maintenant, il faut bien que l'Afrique aujourd'hui s'approprie sa propre valeur historique, intersecte et spirituelle. Et je n'ai rien contre ceux qui sont dans des communautés, des religions occidentales et autres. Moi, ça ne me fait pas mal. Ce qui me ferait mal, c'est que l'État abandonne totalement le peuple camerounais dans ses propres préoccupations. Parce que ce soit la carte électorale, que ce soit la publication de la liste électorale, ce serait un enjeu aussi important que de demander des fermetures des églises. Puisque quand on va permettre de voter, les maires pourront, dans leur localité, choisir de fermer ou ne pas fermer. Le ministre de l'administration territoriale ne peut pas bagarrer lui qui est loin là-bas à Yaoundé. Les maires élus doivent le faire. Et ce sont les maires, parce qu'il y a des quartiers où on peut aujourd'hui dire on décide de vivre comme ça.
Mais on connaît très bien ce que la nuisance sonore fait. Mais maintenant, il faut qu'on procède au vote. C'est pour ça qu'il faut que nous ayons une administration patriotique, capable de dire, voilà, vous qui êtes en train de ne pas être dans les règles, vous qui êtes des églises qui sont, vous êtes en dehors du canevas que nous demandons, vous n'avez pas apporté les documents que nous demandons, nous vous demandons de fermer. Et ces églises vont continuer. Ce n'est pas la première fois. Je rappelle que chaque fois, il y a toujours cette redondance. C'est un peu comme les bars qui s'ouvrent et le désordre urbain. C'est une maladie. C'est l'opium du peuple. Merci. Les églises, c'est l'opium du peuple. Pasteur, c'est quand même un propos qui rappelle ce que disait l'autre, comme quoi c'était une façon de distraire l'opinion, de distraire le public. Je crois que c'est Karl Marx qui évoquait notamment cette question. Alors revenons à vous, révérend. Il y a seulement dans la seule ville de Yaoundé-Ouako, dans un seul arrondissement, pratiquement 600 chapelles qui ont été identifiées. Si nous essayons de faire une sorte de conjecture avec les 360 communes que nous avons au Cameroun, ça peut quand même faire un chiffre qui donnerait à tomber à la renverse pratiquement. Peut-être qu'on aurait 10 000 ou bien 100 000 églises au Cameroun. Alors à quoi ça sert tout ça, révérend, d'avoir autant d'églises? Oui, à quoi ça sert tout ça? Vous savez, j'ai comme impression que quand on parle des églises, de l'église pentecôtiste, ça excite beaucoup. Et donc, des gens, chacun se permet, n'est-ce pas, de faire n'importe quoi. Permettez-moi de féliciter tous les sous-préfets qui travaillent bien dans leur arrondissement et qui respectent les droits humains. C'est ce que nous voulons au Cameroun. J'ai été reçu par un sous-préfet dans ce pays alors que j'allais déposer, j'allais pour une requête d'une situation qui m'était très importante. Alors j'avais écrit. Et puis je suis allé voir suivre mon dossier. Quand j'arrive, on me dit au secrétariat, le boss est là, il peut vous recevoir. Je suis allé, et malheureusement, parce que j'étais un peu habillé de façon bizarre, j'avais transpiré, j'étais traumatisé par ce problème. Alors une fois que j'entre dans son bureau, je trouve qu'il était assis sur un canapé, très restreint, un petit canapé. Et puis il était là, il me dit, monsieur, asseyez-vous. Vraiment, c'est un acte que j'ai aimé parce que ça m'a beaucoup marqué pour un sous-préfet. Alors, lorsque vous le dites, c'est une façon de peindre notamment ces attitudes de ces chefs de terre, comme on les appelle, c'est-à-dire un peu condescendante, cette attitude-là, et puis garder toujours le citoyen ou alors l'usager à l'écart. Oui, justement, parce qu'il a laissé son fauteuil de sous-préfet, tout là, et puis il me dit, asseyez-vous. Quand je m'assois, il y a ça 5 ans. Et si nous regardons maintenant, il va peut-être s'en souvenir, hein, parce qu'il s'agit justement du sous-préfet de Douala, 3e. Alors, mais justement, ça ne nous éloigne pas de la question qui reste tout de même pendante. Beaucoup d'églises au Cameroun, en Chine par exemple, pour ceux qui sont totalement connectés à la question, si vous permettez, si on regarde la façon dont certains pays se développent, beaucoup disent qu'on a besoin plus des écoles techniques, des laboratoires qui permettraient notamment de faire des recherches, pas quand même des gens qui prient à longueur de journée et qui font beaucoup de bruit, pasteur. Justement. Donc, en sortant de là, de cette sous-préféture, j'étais ému de savoir qu'il y a au moins un citoyen qui prend les gens de cette façon. De même, j'ai un regard très félicitant envers soit le préfet du département de Vouré ou alors le gouverneur de la région du littoral. Ce sont des gens qui me marquent parce qu'ils tiennent en compte, n'est-ce pas, les valeurs humaines. Maintenant, la question. Qu'est-ce que les églises ont fait? Elles n'ont rien fait. Est-ce qu'on peut les fermer? Est-ce qu'on donne raison donc au Minat, le monsieur le ministre Atangandi, qui décide donc de mettre de l'ordre? Est-ce qu'il était temps de mettre de l'ordre? Non, c'est même pas de l'ordre. Je suis à vous. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est même pas de l'ordre. Je voulais vous dire qu'aucune église n'a été fermée. Ce sont des lieux de prière, les maisons de prière qui ont été scellées. Oui. Alors je vous rappelle qu'on peut quitter d'un lieu de prière à un autre. C'est-à-dire que des gens volontairement ont donné de leur domicile et dit, on peut prier ici. Parce que dans le mouvement pentecôtiste, dès que vous croyez au Seigneur, et en fait, dès que vous devenez pasteur à la suite de votre formation, et que après vous êtes consacré, on vous remet cette certificat d'ordination, ce qui vous permet de vous épanouir dans le service sacerdotal. Donc, les sites qui ont été fermés là, ce sont des lieux de prière, tout simplement. On peut aller d'un lieu de prière à un autre lieu de prière. Donc, ça ne veut rien dire, parce que l'église du Seigneur Jésus ne saurait être fermée, parce que, techniquement, spirituellement, le corps de Christ, c'est ça qui fait l'Église. Et l'Église est épargnée de partout dans le monde. Ce sont les dénominations qui constituent le corps de Christ. Ça veut dire que ce qui a été fermé là, c'est le lieu de prière. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on les ferme? À la lumière de 188 églises,
Vous avez dit tout à l'heure que peut-être c'est par rapport aux élections et tout. Mais s'il y a même une église qui prie pour ce gouvernement, c'est l'église pentecôtiste. Vous prenez votre caméra à partir de demain, faites-en le tour du Cameroun, vous verrez que même dans des nuits de prière, les gens sont en train de prier. Seigneur, on fait la paix au Cameroun. Seigneur, bénis le chef de l'État. Seigneur, garde la famille du chef de l'État. Seigneur, bénis ceux qui nous dirigent, le gouvernement et tout. C'est l'église pentecôtiste qui prie pour le gouvernement. À vous entendre parler, vous voulez nous dire que dès demain, sur le plan spirituel, le président Paul Biya ou encore le chef de l'État n'aura plus de soutien. C'est-à-dire ces gens qui prient pour lui, avec la fermeture des églises. Vous voulez nous dire que le ministre Atan Gandhi vole contre le chef de l'État? Non, moi je ne suis pas là pour citer les noms des contemporains. Oui. Moi je suis là pour dire que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est le premier chrétien, est un chrétien. Peut-être, si je dis le premier chrétien, c'est de par sa position de chef de l'État. Oui. Mais c'est un chrétien, alors je pense que avec tout ce que nous sommes en train de dénoncer ici, il est au courant. La prière ne fait aucun mal aux Camerounais. On parle des bruits, des sons sonores. Oui, les nuisances sonores. Des nuisances sonores. Parce que quand même, c'est énorme. Oui, vous voyez des personnes qui prient du matin jusqu'au soir. Il y a des personnes qui arrivent le matin, qui attendent énormément le miracle au Paul Zobli. Oui, justement. Est-ce qu'il y a donc une loi au Cameroun qui interdit à quelqu'un d'attendre le miracle? Non. Alors, il faudrait que des gens prient. Justement, vous pensez que si j'ai un enfant, vous avez un enfant de 15 ans, entre le laisser aller dans des synac-bars qui sont devant les établissements, devant les universités, qui participent à la déviance de la jeunesse et à l'intérieur, qui acceptent les mineurs à l'intérieur, n'est-ce pas, de leur site, avec le risque de drogue, de pédophilie et tout ce qui va avec. On ne les ferme pas. C'est partout, vous le savez, ce que je dis là, c'est juste un rappel. C'est devant les universités et c'est là où les enfants quittent pour y aller et ils sont là-bas, ils sont détournés, ils sont drogués, ce sont des choses qui ne sont pas, que je ne peux pas dire ici là. On revient à vous dans J'ai beaucoup de à dire à ce sujet. On va y revenir, révérend. D'ailleurs, vous êtes pasteur, je crois que c'est un sujet qui vous concerne au premier chef. Clément Bouendé, on ne va pas vous quitter avec cette casquette nationaliste. Aujourd'hui, les églises sont fermées quand même. Ça pose un problème pour le nationaliste que vous êtes. On a tendance à voir notamment notre spiritualité africaine qui est reléguée au second plan. On taxe les personnes qui croient peut-être au culte des crânes comme étant des satanistes ou alors des ci ou des ça. Mais est-ce que le fait notamment de fermer ces églises aujourd'hui, c'est donner une chance notamment à ces rituels nationalistes ou encore ces rituels africains? La mystique africaine, la spiritualité africaine. J'ose croire que ces fermetures ne sont pas à tête chercheuse. Dites-nous, vous avez quelques signaux qui pourraient vous laisser percevoir la chose ainsi? Est-ce qu'on pourrait sous-entendre dans votre discours qu'il y a des églises qui ne prient pas pour l'ordre dirigeant et qui doivent absolument être fermées parce qu'elles ne font pas l'affaire, qui seraient peut-être sur la même lignée que les évêques? Pour l'instant, je ne souhaite pas penser à ça. Oui. Dites-nous donc ce que vous pensez. Ces églises, s'il n'y a pas que des saints là-dedans. Oui. Pasteur, par exemple, qui est sur le plateau avec nous, je l'ai vu aujourd'hui, c'est la première fois, mais son discours va en droite ligne avec l'évangile. Oui. Mais toutes ces églises ne sont pas là forcément pour l'évangile. Alors, justement, on essaie justement de vous le lancer là-dessus. Il y a plusieurs couples aujourd'hui qui sont détruits, c'est-à-dire parce qu'une femme a décidé d'intégrer une congrégation, un groupe de prière. Quelques jours plus tard, son mari deviendra le plus grand tueur du quartier. Son mari voudra justement tuer tous les enfants avec son boma, comme on le dit, passez-nous l'expression. Et alors que c'est un époux qui a été avec elle pendant 10, 20, voire 30 ans, subitement, du jour au lendemain, parce qu'elle a intégré une église, le mari devient un grand sorcier. Est-ce que là également, ces fermetures viennent résoudre un problème sociétal? Selon vous, bien sûr. Je souhaite que la loi soit appliquée. L'église au Cameroun obéit à la réglementation. L'église qui n'obéit pas à ça devrait être fermée. Et si c'est le cas, ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes. Et j'espère que tout à l'heure, vous me donnerez également l'occasion de revenir sur un pan de l'église
Parce que l'église, c'est aussi le business. Allez-y, puisque vous avez la parole, gardez-la. Vous pouvez revenir tout de suite sur ce pan qui vous tient tant à cœur. C'est quoi ce pan et cette anecdote que vous voulez tant nous faire connaître ou alors entendre? Nous sommes pressés, il nous presse justement de l'entendre. Xavier a parlé tout à l'heure de Jean Bouindé comme sorcier et consort. Il ne l'était pas. Et c'est bien que la jeune génération sache que quand on est courageux, quand on a de l'entre-gens, on peut être assimilé à un sorcier. Donc, je reviens sur l'église catholique. Oui. Jean Bouindé était riche. Le principal financier de l'église catholique à Bafan, à Banca. D'ailleurs, son monument est érigé juste à côté de la cathédrale de Banca. Érigé par le cercle des élites intérieures du Onca. Merci pour la précision. De son vivant. Et donc, une anecdote. En 1939, le chef Banca a besoin d'une voiture. Jean Bouindé a comme locataire Renato, un commerçant espagnol. Il est locataire chez Jean Bouindé. Et donc, il a la charge d'aller acheter cette voiture. La voiture arrive à Douala, une RMC, et attire la convoitise de Monseigneur Paul Bouc, qui a d'ailleurs été épiscopal du diocèse de Konsamba, qui allait de l'époque jusqu'à Fumban. Tout à fait. Voilà. Il lui propose le double du prix et il revient dire au chef Banca que la voiture a chaviré et qu'il va lui proposer une autre voiture. Dès que Jean Bouindé est au courant, il dit à Renato, on va aller voir la carcasse de cette voiture à Douala. Ils arrivent, c'était faux. Jean Bouindé lui dit, entre dans la voiture et on rentre. Il lui dit que non, Monseigneur Bouc a doublé le prix. Il dit, c'est ton problème avec Monseigneur Bouc. Rentrons. Ça pose quand même problème, c'est-à-dire un homme de Dieu qui double le prix. Voilà. Il était également un escroc, on peut dire ça comme ça? Bon, c'est pas ce que je veux présenter. Ils arrivent à Bafan, après une étape à Kappa, où il laisse Jean Bouindé en route pour aller chez son frère expatrié, où il met plus de 10 heures de temps. Quand il revient, Jean Bouindé entre dans la voiture et lui demande s'il y a une loi au Cameroun qui interdit aux Camerounais d'aller chez les expatriés. Il ne répond pas. Ils arrivent à Bafan. Jean Bouindé appelle le chef qui vient chercher sa voiture. Et 2 semaines après, il écrit à Renato, qui était actionnaire avec Monseigneur Paul Bouc dans beaucoup de sociétés. Il lui dit, votre silence dans la voiture au sujet de la loi discriminant les gens me fait croire qu'il y a effectivement une loi qui a été votée dans ce sens. Je vous donne 2 semaines pour libérer ma maison. On est en 1939. Alors, c'est une histoire assez intéressante, mais malheureusement, je crois qu'on ne pourra pas suffisamment avoir le temps pour l'écouter. Peut-être que dans le cadre d'une émission spéciale, je crois que la programmation verra dans quelle mesure, dans un entretien, 26 minutes d'entretien, vous nous raconterez cette belle histoire aussi intéressante. Il nous reste exactement en termes de temps 5 minutes. Ce sera 5 minutes, évidemment, oui. Le temps passe vite lorsqu'on parle des choses assez pertinentes comme celles qui concernent l'Église. Alors, en 5 minutes, ce sera 2 minutes pour chacun sur le plateau, c'est-à-dire 1 minute 45 secondes exactement. On sort avec vous. L'église. Parce qu'il s'agit de l'église. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sera en 1 minute 45 secondes exactement, M. Clément Bouindé, aujourd'hui, cette fermeture, est-ce qu'on va dire qu'il était temps? Finalement, il était temps notamment de procéder à ces fermetures pour sauver peut-être les âmes, mais sauver les Camerounais, les faire revenir justement sur le droit chemin. Si ce n'est pas à tête chercheuse, c'est une bonne chose. Oui. Vous êtes pour?
Si c'est pas à tête chercheuse. Merci beaucoup. Il a été moins que le temps qui lui a été donné. Alors, André Blaise et Sama, on va sortir notamment de ce sujet. Ce sera votre dernière prise de parole à ce sujet. Des églises qui sont fermées aujourd'hui. Alors, pour un certain nombre de personnes, ça vient résoudre beaucoup de problèmes sociaux avec non seulement ces nuisances sonores des familles ou alors des voisins qui n'arrivent plus à dormir parce qu'ils ont des églises ou alors des lieux de prière à côté d'eux. Quelquefois, lorsque les voisins interviennent, ils sont taxés de sorciers, de disciples de Satan. Est-ce que ça fait l'affaire aujourd'hui? Est-ce que le ministre a frappé le bon coup? Diriger, c'est prévoir. Oui. Prévoir dans les divertissements, dans la lecture, dans les bibliothèques, dans les établissements de santé, que le peuple va aller, c'est intéressant. L'État n'a pas fait son devoir. Et aujourd'hui, si l'État veut réguler de cette manière, qu'il régule. Mais on sait très bien, le secteur de mototaxi, comment c'est toujours en train de s'entourer. Ce n'est pas toujours pour rester peut-être concentré, si on veut bien vous suivre, vous voulez nous faire savoir que l'État aurait dû dès le départ empêcher que ces églises ne prolifèrent. Puisque diriger, c'est prévoir et anticiper. Malheureusement, ils ne le font pas parce que la portée même de la mairie, qui devrait être une décentralisation effective, n'a même pas encore les moyens des maires, ne sont pas à leur disposition pour qu'ils travaillent. Pourquoi on ne peut pas décentraliser et que les maires fassent leur travail? On est toujours en train d'être dans la centralisation, ce qui n'est pas bien. Donc il faut bien que pour une Afrique qui veut se développer, que nous ayons des bibliothèques, que nous ayons un plan d'éducation véritablement profond pour que la population ne soit plus dans l'errance, parce que le travail éloigne de l'homme 3 mots, la nuit, le besoin. On voit très bien la prolifération des chambres de passe un peu partout dans la ville, mais on n'a pas vu le ministère de l'administration territoriale dans l'affaire de VIH-Sida en train d'aller fermer ces coins de VIH. Donc, vous soupçonnez les autorités également de tirer parti de cela. Vous voulez nous faire savoir que quelques-unes d'entre elles passent souvent le temps dans ces chambres de passe. Alors, vous n'avez pas oublié de répondre à cette question, monsieur André Blaise et Sama. Alors, pasteur, aujourd'hui révérend, Emmanuel Magouette, on va sortir avec vous sur cette thématique liée aux églises. En tant qu'homme de Dieu aujourd'hui, est-ce que ces fermetures annoncent des lendemains meilleurs au Cameroun? Bref, un pays beaucoup plus tranquille où, avec ces fermetures, les gens iront beaucoup plus dans les églises, les gens se concentreront dans les laboratoires pour des créations, bref, pour initier des projets de développement pour notre pays. Négatif. Parce que vous devez donner aux gens la possibilité de travailler. Les gens qui sont dans des églises, j'ai vu l'une des premières chaînes sœurs à vous, qui a montré le reportage où le sous-préfet scellait ces églises. On parle d'environ 180 églises. Dans une église, parfois 50 personnes. Donc si on va jusqu'à 180, ça fait environ 900 personnes qui ont été jetées à la rue. Et parmi ces 900 personnes, 950 personnes, il y a moins de 400 personnes, qui n'ont pas où aller, qui dorment à l'église. J'ai vu des gens avec des matelas sur la tête sortir. Est-ce que l'État a regardé le côté social? Il y a des gens qui ont été cassés autrefois, soit par la mairie, soit par la commune, mais qui n'ont pas où aller. Casés dans les églises, dans celles de prière. Que les pasteurs ont accepté parce que n'ayant pas où aller, les ont acceptés au sein de l'église. Mais il se dit également que cela vient des plaintes, notamment des populations, parce que là, est-ce qu'on est obligé de prier ou alors de crier pour prier? Ces plaintes-là n'ont pas de sens, parce que si on ne veut pas les plaindre, il faudrait que l'accès au concours officiel soit donné à tout le monde. Si vous avez toutes les portes pour entrer, pour accéder à un concours officiel, ont été verrouillées. Et l'église accepte ces gens, les pasteurs sortent de leur argent. Est-ce qu'on a tenu compte? Si vous avez vu les images, vous verrez que j'ai vu certains de ces jeunes, surtout, qui sont avec les matelas parce qu'ils n'ont pas où aller. Moi, j'ai vécu dans des églises. J'ai dormi dans des églises qui n'avaient pas où aller et qui sortaient. Est-ce qu'après, le sous-préfet a regardé que dans mon département, dans mon arrondissement de compétences, où est-ce que ces gens se font partir? L'Église accepte à son sein des gens qui ont été, n'est-ce pas, autrefois rejetés par la société, qu'on a jugé de brigands et autres. L'Église a réussi à les changer dans leur façon de voir. Et ils sont là aujourd'hui. Votre chute en 40 secondes, parce que le temps nous tient à la gorge. Oui, ils sont là en 40 secondes. Donc, ils sont là aujourd'hui et ils sont encadrés par l'Église. Et dans le pacte des droits civils et des droits de l'homme, l'être humain a droit
n'est-ce pas, à l'abri de la faim. Si un pasteur accueille dans une maison de l'église, dans une maison de prière, quelqu'un qui a faim et qui le donne à manger, vous n'allez pas dire que vous scellez, vous n'allez pas accuser. J'aurais entendu quelque part qu'il y a même des pasteurs qui ont couché avec des femmes et tout ça là. Mais je pense qu'il y a les vidéos de certaines personnalités qui ont circulé ici, qui ont fait la une des réseaux sociaux, les nuits de autres, on ne parle pas de ça, qu'on arrête l'histoire avec menacer les pasteurs de l'église pentecôtiste. Je suis d'accord que l'État fasse son travail, mais qu'on tienne compte de l'aspect social, mais qu'on enlève de là certaines choses où on va dire que les pasteurs font ci, font ça. Dans le téléphone de ces personnalités, il y a les numéros des femmes mariées. Donc on arrête ça. C'est suivi. Révérend Emmanuel Magouette. Merci beaucoup Clément Mbouinde. Est-ce qu'en 10 secondes vous nous dites quelque chose parce qu'on va fermer? Secondes, oui, en 10 secondes. 10 secondes. Pas contre l'église. Mathématique. C'est pas mathématique. J'ai encore 1 minute 30 secondes. Non, ça sera pour tout le monde. Non, ça sera pour tout le monde. Revenons au dernier sujet. Oui. Jean Mbouinde devient le premier chrétien catholique à devenir polygame à Bafang parce qu'on l'a exclu de l'église. Comme il était le principal financier, les caisses ont perdu du poids et Monseigneur Paul Bouc était obligé d'envoyer le chercher pour revenir à l'église. Étant polygame. Oui. Merci. Église Bisman. Merci beaucoup. Et avant de terminer, je souhaite t'offrir cet exemplaire du livre autobiographique de Jean Mbouinde pour la patrie contre l'arbitraire. Je fais un clin d'œil à Carlos Mbouinde avec qui on a évoqué beaucoup de choses sur le sujet. Merci beaucoup. Alors, je parle de l'histoire du Cameroun. Je voudrais justement, si vous le permettez, que nous puissions présenter ceci à la caméra. Voici un ouvrage qui vient donc de nous être offert aujourd'hui par notre panéliste, M. Clément Mbouinde, fils de nationalisme. Merci infiniment à vous. Je crois que ça va davantage enrichir, épaissir notre bibliothèque. André Blaise-Sama, merci d'être venu sur ce plateau. Ngoti Bilon, vous êtes le meilleur journaliste. Et en ce moment, quand le Cameroun veut avoir la paix, vaudrait mieux avoir des éducateurs comme toi. Merci beaucoup, Révérend. Merci d'être venu sur ce plateau de Accent 237. Merci à vous. Merci également à votre promoteur Cyril Bodoko, que nous admirons beaucoup de par son travail. Merci à tous les Camerounais. Je demande à l'Église, à ceux qui ont été jetés à la rue, de tenir. Ce n'est pas la première fois que l'Église soit persécutée, qui tiennent bon. Et merci à tous les sous-préfets qui tiennent compte, n'est-ce pas, le côté social, que le Seigneur nous accompagne tous. Pour la paix contre l'arbitraire, c'est donc un ouvrage, c'est avec ce titre que nous allons refermer cette édition. Cet autre numéro de Accent 237, il est effectivement 21h26 dans le Mongo et plus exactement en Konsamba. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On imagine que c'est la même heure du côté de Ngonbok dans le sud. Tenez-vous bien et sentez-vous bien. Dimanche, c'est un autre jour, un autre rendez-vous pour Accent 237.